C'est quand même fou tous ces combattants qui arrivent à déjouer les plans de l'UFC. Là, Merab-Dvalishvili, il avait tout qui allait contre lui, que ce soit la volonté de Dana White, la volonté presque des fans, parce qu'en réalité, malgré le fait qu'il avait pris en popularité, on avait quand même l'impression à l'approche de ce combat que tout le monde voulait revoir Sean O'Malley au sommet. Il avait le timing contre lui, quand je dis le timing contre lui, dans le sens où c'est pas lui qui a choisi que le combat se fasse maintenant, c'est évidemment Sean O'Malley. On se souvient que Merab-Dvalishvili, avant ce combat, il disait qu'il avait été forcé d'affronter Umar Nurmagomedov alors qu'il aurait aimé prendre du temps de repos, profiter de ses vacances, profiter de sa ceinture. On a des combattants comme Ilia Topuria qui prennent leur ceinture et qui ne combattent pas pendant des mois. Pareil pour toutes les superstars qui préfèrent se reposer après avoir obtenu la ceinture. L'UFC leur octroie parce que ça les arrange d'avoir une superstar avec leur ceinture. C'est évidemment un modèle qu'ils ont essayé de répéter. J'ai l'impression que ça marche de moins en moins et c'est mieux pour le sport. On a de plus en plus de vrais champions qui deviennent champions juste grâce à ce qu'ils font dans la cage. Je pense par exemple à Magomed Ankalaev, Merab-Dvalishvili évidemment. Je pense à Francis Ngannou avant qu'il parte, c'était ce qui s'était passé. On se souvient que Dana White voulait absolument que Francis Ngannou perde sa ceinture avant de quitter l'UFC. Finalement, c'était pas allé dans le sens de Dana White. Ici, je vous rappelle quand même que Merab-Dvalishvili avait refusé d'affronter Aljamain Sterling quand Sterling était champion et que c'est la raison pour laquelle Dana White avait dit ça va mal finir pour Merab-Dvalishvili. Rendez-vous compte, le président de l'organisation dans laquelle vous combattez dit que ça va mal finir pour vous et vous réussissez à non seulement obtenir la ceinture, puisque quand il a battu Sean O'Malley, Dana White pensait que Sean O'Malley allait le battre, c'était assez clair. Là, il redonne une nouvelle chance à Sean O'Malley au moment où Sean O'Malley le demande. Pourquoi je dis que c'est le timing de Sean O'Malley? Il a dit qu'il avait a torn labrum, donc il avait une blessure. En plus de ça, il avait besoin de changer d'air. On se souvient que là, Sean O'Malley, à l'approche de ce combat, il expliquait qu'il avait changé toutes ses habitudes, il avait reset un petit peu son jeu. Tim Welch, son coach, a expliqué qu'il a fait tous les ajustements nécessaires et pour ça, ça demandait un certain temps, un certain focus où il sait exactement où est-ce qu'il va aller après. Là, pendant tous ces mois, entre le moment où il a perdu sa ceinture et le moment où il a eu sa revanche, il savait qu'il aurait ce combat dès qu'il reviendrait et donc ça change évidemment son niveau de concentration, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans son processus de récupération, de guérison, etc. C'est un vrai privilège que de pouvoir choisir le timing de ses combats. A l'inverse, Umar Nurmagomedov, comme il nous l'a exprimé, il n'avait aucun pouvoir de décision, ce qui est assez paradoxal, sachant que c'était lui le champion. Et malgré ça, il a réussi à battre Sean O'Malley. Je pense que vous avez tous vu la réaction de Dana White quand Merab-Dvalishvili a soumis Sean O'Malley. Il n'avait pas l'air plus heureux que ça. Et c'est assumé. Dana White l'a dit ouvertement que c'est pas un combattant qu'il apprécie particulièrement à cause du fait qu'il avait bloqué la division pendant des mois, Merab-Dvalishvili. Pour revenir à ce qui s'est passé dans la cage, il y avait une crainte, moi qui avais du coup parié pour Merab-Dvalishvili, c'était qu'il n'arrive pas à refaire la même chose qu'au premier combat. Merab-Dvalishvili, son chemin vers la victoire, il était clair, il l'avait déjà emprunté lors du premier combat et ça avait marché. Le problème, c'est que le chemin vers la victoire pour Sean O'Malley, il était tout aussi clair, mais lui ne l'avait pas emprunté et il suffisait à Sean O'Malley d'être parfait seulement une seconde dans le combat pour en finir, tandis que Merab-Dvalishvili, on supposait qu'il lui faudrait être parfait pendant les 5 rounds, et c'était réel jusqu'à ce qu'il nous prouve le contraire. Du côté de Sean O'Malley, on a quand même eu des moments inquiétants, enfin des moments inquiétants pour Merab-Dvalishvili. Si Sean O'Malley avait touché sur certains de ses directs, ça aurait été la fin pour Merab-Dvalishvili. D'ailleurs, je pense que si on fait ce combat 10 fois, 5 fois sur 10, Sean O'Malley l'emporte, juste à cause de ce facteur, le knockout power qu'il a. Ça aurait pu vraiment mal finir pour Merab-Dvalishvili. Comme lors du premier combat, il y avait ce genre de moment également, mais finalement, il a quand même réussi à imposer son game plan, même mieux que la première fois, vu que cette fois-ci, il a réussi à finir le combat. Ce qui est intéressant, c'est que cette tentative d'étranglement, il l'avait déjà faite lors du premier combat et plusieurs fois, mais il le faisait jamais de manière décisive, il le faisait jamais pour finir le combat. C'était à chaque fois pour prendre une position ou tout simplement pour conserver le combat au sol et ne pas revenir dans les phases où il est en danger, qui sont les phases de striking. Et cette fois-ci, c'est comme s'il a changé de mentalité, Merab-Dvalishvili, qui a l'habitude de faire des longs combats, qui mise en fait sur son cardio, qui est son atout principal, alors qu'il peut finir ses combats. S'il arrive à obtenir autant de positions dominantes au sol, il peut chercher à finir ses combats. Il avait prévenu qu'il allait cette fois-ci tenter de finir le combat et il l'a fait. On l'en croyait pas capable. Personnellement, je pensais pas qu'il puisse finir Sean O'Malley. Sean O'Malley qui est un excellent grappleur également. Il s'en était très bien sorti lors du premier combat. On sait ce qu'il arrive à faire sur les tapis de JJB, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Donc j'avais vraiment du mal à voir Merab le finir et c'est là que c'est vraiment intéressant pour Merab-Dvalishvili et la suite de sa carrière. C'est que c'est un combattant qui ne fait que progresser. On l'a vu pendant les Embedded à l'approche du combat. Aljamain Sterling, qui est très proche de lui, se retrouvait à dire il a encore progressé, il utilise mes propres techniques contre moi. Comment est-ce que Merab fait à cet âge-là pour continuer de progresser? C'était la réaction d'Aljamain Sterling et nous-mêmes, on peut en être témoins. On assiste peut-être à la naissance d'un Merab 2.0, un Merab qui finit ses combats, qui compte pas seulement sur son cardio. Il a rendu ce combat encore plus facile que le premier, alors que c'était censé être l'inverse. À l'approche du combat, on le sentait pas vraiment confiant. On se souvient que c'est Sean O'Malley qui lui disait cette fois-ci, ce sera un combat différent, et lui qui répondait je sais. Tout le monde s'attendait à avoir un combat bien plus difficile pour Merab-Dvalishvili
Vili et finalement c'était l'inverse. Il a surpassé Sean O'Malley qui était cette fois-ci préparé, en bonne santé, sans aucune excuse. C'était pas censé se passer comme ça dans la logique des choses entre guillemets. Mais ce qu'on constate c'est que Sean O'Malley a conservé le même niveau, ou du moins il progresse pas. Merab-Dvalishvili lui il a pas fini de progresser, il prend du plaisir dans la cage, il prend du plaisir à l'extérieur de la cage. C'est pour ça qu'à l'approche du combat je disais que c'était le champion le plus méritant, il s'arrête jamais. Je pense que vous connaissez l'anecdote selon laquelle Daniel Cormier est venu le visiter juste après qu'il ait remporté la ceinture face à Sean O'Malley et qu'en fait il était même pas chez lui parce qu'il était déjà en train de faire un jogging, il était déjà de retour à l'entraînement. Je parie que là il est de retour à l'entraînement, surtout qu'il a fini le combat en 2 rounds, donc il a certainement pas plus de séquelles que ça, et c'est ce genre de champion là qu'on aime, c'est ce genre de champions qui peuvent devenir des champions dominants parce qu'ils s'arrêtent jamais dans leur progression. J'étais particulièrement inquiet pour Merab dans cette revanche, je suis tout aussi inquiet pour Merab dans la revanche face à Umar Nurmagomedov, mais finalement en voyant qu'il a réussi à battre une meilleure version de Sean O'Malley d'une manière plus décisive qu'il ne l'a fait dans le passé, je me dis qu'en fait il est capable de battre Umar Nurmagomedov de manière encore plus décisive et que les choses seront pas aussi faciles, que Umar Nurmagomedov va revenir avec plus de détermination, un meilleur game plan et évidemment prendre cette ceinture des mains de Merab. Et c'est exactement ce que les gens vont dire à l'approche du combat, à l'approche de cette revanche, sachant qu'en plus Umar Nurmagomedov, selon moi et selon beaucoup, méritait de gagner ce premier combat, ça devait au moins être un match nul, et Merab-Dvalishvili va très certainement encore une fois nous donner tort. Je le vois parfaitement rester un champion dominant dans cette catégorie, et ça ouvre un débat évident. Est-ce que Merab-Dvalishvili n'est pas le GOAT des bantamweight? Il a littéralement jamais perdu depuis 2018. Dites-vous que la défaite face à Ricky Simon n'était pas vraiment une défaite, il gagnait tout le combat, et finalement, à cause d'une mauvaise décision de l'arbitre, des officiels en tout cas, ils se sont retrouvés à lui donner la défaite, mais c'était pas une défaite qu'il méritait. Donc il n'a pas perdu depuis 2018 et il a battu des têtes. De Marlon Moraes à José Aldo, Peter Yan, Henry Cejudo, Sean O'Malley 2 fois, Umar Nurmagomedov. Il a battu tout le monde. Il n'y a plus personne à battre dans cette catégorie, si ce n'est Cory Sandhagen. Cory Sandhagen, c'est lui aussi un combattant que j'affectionne particulièrement. Maintenant, il n'a pas un record aussi clean que celui de Merab. Je dirais que Cory Sandhagen, c'est Merab-Dvalishvili, mais du striking. Sa spécialité, c'est le striking, là où il est inarrêtable et là où il peut tenir tout le combat. C'est en striking. C'est peut-être le striker le plus créatif de la division. J'aimerais beaucoup voir ce combat, mais avant ça, je pense que on va évidemment avoir droit à Umar Nurmagomedov face à Merab-Dvalishvili. C'est le combat que fera l'UFC s'ils essayent encore de se débarrasser de Merab-Dvalishvili. Je vois mal Dana White arrêter maintenant sa quête, sa poursuite de Merab-Dvalishvili. Donc la meilleure chance qu'ont l'UFC de se débarrasser du Géorgien, c'est de le mettre face à Umar Nurmagomedov à mon sens. Le seul combat qui sera intéressant après ça, ce sera le combat face à Cory Sandhagen. Et je pense que Merab-Dvalishvili peut battre les deux d'affilée et confirmer son statut de GOAT de la catégorie. Dites-moi en commentaire si vous considérez déjà Merab-Dvalishvili comme le GOAT de la catégorie. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat de ce week-end, de l'événement, puisque c'était un événement bien meilleur que les derniers qu'on a eu récemment. Prochainement, on va avoir le retour de Kamaru Usman face à Joaquin Buckley. Un combat très inquiétant pour le vétéran. Je vous donnerai mes pronostics en temps voulu. En attendant, vous pouvez toujours parier sur l'application Winamax. En ce moment, Winamax vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 €. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer le code KBA. Pariez responsablement. Je rappelle que ces jeux sont évidemment interdits aux mineurs. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karate Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.